Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous allons développer presque une antithèse sur autant la noblesse et l'avantage d'être français quand il est question de revendiquer par des mouvements sociaux les droits qui seraient censés être moraux et qu'apparemment il y a une absence de cette application de la morale, même si votre rôle n'est pas censé être moral, d'où l'antithèse de votre présence et du sujet, de mouvements de grève qui peuvent être légitimes. Et pourtant, pourquoi aujourd'hui avec vous? Parce que nous sommes tous des hommes et des fois malheureusement, certains qui partent d'une idée noble, qui est un mouvement social revendicateur, qui est une grève pour des droits qui seraient censés être, et pourtant, au bout d'un moment ou tout de suite, il y a déjà un détournement, une déviance juridique qui appellerait un procureur à prendre des mesures pour des sanctions malheureuses, puisque ceux-ci se retrouveraient à appliquer ou à faire des intentions à tous ceux qui est lié à la prise d'otage. Donc nous vous demanderons de nous aider à comprendre comment placer ce mot avec vous aujourd'hui. Tout ce qui est empêché à des êtres humains parce qu'ils sont patrons, parce qu'ils sont représentants, de sortir d'un lieu parce qu'on veut négocier, parce qu'on n'a pas obtenu satisfaction, le fait de fermer des lieux qui sont censés être ouverts à certaines heures qu'on appellerait des heures de bureau, etc. Cette notion d'interdire la liberté de mouvement, que ce soit pour celui qui veut aller travailler, que ce soit pour celui qui veut sortir d'un lieu, que ce soit aussi pour ceux, personnes ordinaires, qui se retrouvent à payer. Donc, qu'est-ce que dit le procureur en termes de sanctions? Que quand des personnes ne peuvent plus être libres de se déplacer, soit dans un département, un pays, ou une région, ou une section, ou un quartier, parce qu'il y a des barrages, parce qu'on a coupé l'électricité. Que dit la loi par cette notion de prise d'otage quand ces mouvements prennent une telle ampleur que vous n'avez même plus la possibilité humaine de voyager ou de prendre l'avion et que vous perdez votre économie ou votre vie de famille à cause de ça, l'avion, bateau, voiture? Que dit la loi sur ce fait de retirer le droit des êtres humains d'avoir la possibilité de se fournir en essence, de se fournir en électricité, de se fournir en eau, de se fournir en gaz, quand elles ont très peu de moyens et on leur prive de ça, se fournir même en argent quand les distributeurs n'en ont plus? Que dit la loi quand on retire ce que j'imagine, vous allez me corriger, c'est minimum du 21e siècle, au prétexte à la base d'une cause qui était noble, mais qui, depuis, par les méthodes, deviennent quelque chose de castrateur, quelque chose de dégueulasse? Que dit la loi pour protéger les gens qui veulent juste vivre avec les moyens de notre société? Monsieur le procureur, et le dernier mot sur cette notion inversée d'appel au boycott. Que dit le procureur sur le mot boycott? Et après, je dirai qu'est-ce que je peux sous-entendre aussi sur le mot boycott et que dirait la loi sur cette nouvelle définition. Monsieur le procureur. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez de développer. Je voudrais dire quand même quelque chose de très simple et j'espère que ce sera très net. Le procureur n'a absolument aucune appréhension morale de ce qui se passe. Que ce soit bien, que ce soit mal, ce n'est pas la question que se pose un procureur. La question que se pose un procureur, c'est de savoir si oui ou non la loi, notre loi à tous, a été violée ou si elle n'a pas été violée. Et la loi n'est pas morale, c'est simplement une série de règles qui organisent la vie en société. Eh bien, parmi les différents exemples que vous avez cités, certains que j'ai entendus sont constitutifs d'infractions pénales et doivent être sanctionnés par la loi sous l'action du procureur, d'autres non. Alors, certains causent des préjudices à des personnes, d'autres non. Il y a quand même deux règles, si vous voulez. Il y a les infractions pénales, c'est-à-dire le fait de causer un préjudice à la société tout entière, et ces infractions pénales ne peuvent être poursuivies que quand elles sont expressément prévues par la loi. Et il y a des actions de différentes personnes qui peuvent causer un préjudice à quelqu'un, un malheur dans sa vie, un inconvénient dans sa vie, qui est susceptible de pouvoir engager la responsabilité de celui qui a causé, mais c'est devant le tribunal civil pour obtenir une indemnisation, pour obtenir, comme on dit, des dommages et intérêts. Donc même si des milliers d'êtres humains seraient en souffrance, mais chacun dans son individualité, le système légal, juridique dit qu'il faut que chacun vienne réclamer sa cause
son appel au tribunal, entre guillemets, mais c'est pas à ceux qui sont dans le tribunal à s'investir pour vous. Obtenir des dommages et intérêts, pour être indemnisé d'un préjudice qui a été causé à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un, cette personne, vienne exprimer une demande. Donc, elle dépose une plainte, mais une plainte qui est plus formalisée avec constitution de partie civile, c'est-à-dire qui consiste à demander une somme d'argent en compensation du préjudice qui lui a été causé. Pour le reste, quand il s'agit d'infractions à la loi pénale, donc qui touchent un intérêt général en réalité, parce que la loi pénale, elle est faite pour ça, pour défendre un intérêt général, la sécurité, la santé, la salubrité publique, la tranquillité publique, sont protégés par la loi pénale. Il n'y a pas besoin de plainte pour que l'action publique soit engagée. Il suffit simplement que les faits soient suffisamment constatés. D'accord, je m'oblige à reprendre, mais c'est de la pédagogie et c'est par la répétition. Donc vous nous dites, quelle que soit la cause sociale, morale, syndicale, aussi noble que vous-même vous pourriez en prendre part, mais à partir du moment qu'au prétexte de celle-ci, il y a des déviances qui correspondent à des notions juridiques, donc hors la loi, là, vous n'avez plus à tenir compte est-ce que les motifs d'origine étaient nobles, mais à partir du moment où il y a déviance, c'est sanction. Nous sommes d'accord? C'est ça, comme on dit, devant les cours d'assises notamment, le mobile n'a aucune importance. La raison pour laquelle on a commis un crime ou un délit n'a aucune importance. C'est le délit qui compte, c'est lui qui sera sanctionné. D'accord. Alors, comment placer le mot prise d'otage, parce que nous avons déjà fait pas mal de thèmes avec vous, prise d'otage associée à ce sous-entendu d'événements sociaux qui pourraient contraindre des gens à se retrouver dans une situation proche du mot prise d'otage juridique. Est-ce qu'il y a un autre mot qui serait plus proche d'un point de vue juridique? De personnes soit qui seraient dans une institution et qu'on empêche de sortir, c'est-à-dire de rentrer dans leur domicile. Ils ne sont pas pris en otage genre contre de l'argent, mais ils sont pris en otage, c'est-à-dire tant que la réunion n'est pas finie, la négociation n'est pas terminée, ou qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays, ou ils ne peuvent pas quitter telle commune ou tel quartier. Est-ce qu'on appelle ça prise d'otage? Comment on appelle ça? Oui, c'est des atteintes à la liberté, bien sûr. Elles sont, dans certaines circonstances, il faut quand même que les choses soient caractérisées, qu'il y ait un enlèvement, par exemple, qu'il y ait vraiment une séquestration. On a déjà évoqué ça. C'est-à-dire qu'il faut que la victime ait essayé de se sortir de cette situation et que là, elle rencontre un obstacle par rapport à des êtres humains. C'est ça, quelqu'un qui se voit interdit de sortir d'un lieu alors qu'il veut sortir, c'est quelqu'un qui est séquestré, c'est quelqu'un qui est enfermé contre son gré, c'est une détention arbitraire, c'est une séquestration, c'est sanctionné par la loi. C'est une infraction pénale, c'est un délit, et c'est plusieurs années de prison qui sont encourues. Et d'ailleurs, je vous dirais que ce sont même des faits qui sont encore plus sanctionnés lorsqu'ils sont, par exemple, le résultat d'une action d'autorité publique qui commettrait de tels délits en dehors des critères très précis de la loi qui permettent d'attenter aux libertés de personnes. D'accord. Autre exemple, par exemple, vous avez eu le temps, certains employés ou certains clients ont eu le temps de rentrer dans un établissement et là, les mouvements syndicaux, sociaux, donc en masse sont arrivés et ces personnes n'arrivent plus à sortir. Est-ce que l'on peut appeler ça une prise d'otage parce qu'entre-temps, ils ont mis des cadenas, alors soit parce que vous ne saviez pas, ou alors de manière même délibérée, ils disaient, tant pis pour vous, on vous avait dit par solidarité de ne pas soit aller travailler, de ne pas aller dans ce lieu-là, vous y êtes allé, donc gens, on vous punit comme s'ils sont vos papas, vos mamans, et vous enferment dans le lieu où par leur corps et leur masse, vous retrouvez être là, enfermé dans un lieu ou dans un cercle, dans un environnement. Ça aussi, c'est une prise d'otage. La prise d'otage, c'est un terme du langage commun, c'est un terme de journaliste, si vous permettez. Mais le fait de maintenir contre sa volonté quelqu'un en un lieu, alors qu'il veut en sortir, c'est une séquestration. Et elle est sanctionnée d'ailleurs de manière différente selon sa durée et selon les modalités de la contrainte. Avec des violences, sans violence, avec des blessures qui sont causées ou pas de blessures. Vous comprenez bien que la loi prévoit différentes catégories avec des gravités qui sont variables. Mais c'est quand même, dans tous les cas, une peine d'emprisonnement qui est encourue pour ce type d'atteinte gravissime, enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus, à la liberté des personnes. Merci, c'est le thème aussi aujourd'hui, la liberté. Alors, justement, autant la liberté de manifester, mais pas qui n'autorise pas à retirer dans la liberté des autres. Alors, maintenant, ajoutons des mètres carrés à cet emprisonnement.
qu'il y ait eu des barrages d'un point de vue géographique en dehors d'un établissement, en dehors d'un bureau, mais prenons un exemple, tout autour du parking. C'est-à-dire que vous pourriez rentrer chez vous, mais vous habitez à 30 km, mais rentrer chez vous à pied, c'est pas possible. Euh, que dit la loi là-dessus? Est-ce que c'est aussi une forme de prise d'otage ou de kidnapping du fait que vous êtes arrivé en ce lieu avec votre voiture et vous ne pouvez plus partir avec votre voiture et que vous ne savez pas comment entrer désormais chez vous et qu'on n'ait pas les moyens d'y arriver chez vous, donc vous vous retrouvez à rester enfermé dans votre voiture ou tout simplement à devoir prendre une chambre d'hôtel à proximité, ou alors c'est tout un quartier ou toute une commune. Donc là, je ne parle plus dans un bâtiment, mais dans un parking. Donc vous êtes libre, mais dans le parking. Vous êtes libre, mais dans le quartier. Vous êtes libre dans la commune, c'est-à-dire que vous habitez à 30 km plus loin, mais toute la commune est encerclée, pas spécialement contre vous, mais peut-être même par rapport à, de manière générale. Que dit la loi? C'est toujours du kidnapping? Comment la vraie différence peut-être entre les deux situations, c'est que dans la situation de la séquestration de tout à l'heure, qui est une situation très grave, ça vise une personne en particulier. Voilà. C'est cette personne-là qu'on veut faire prisonnier en réalité. Voilà. Alors que dans l'autre situation, c'est une gêne générale à l'ensemble de la population, donc à un intérêt général, qui est celui de la libre circulation dans un pays, voilà, dans une commune, qui est atteinte. Et donc, c'est des infractions qui sont des délits, avec une gravité de sanction un peu moindre par rapport à la séquestration, qui est vraiment la mise en prison arbitraire de quelqu'un, mais c'est quand même des délits qui sont sanctionnés par la loi pénale d'obstacles à la libre circulation, à la circulation publique sur les voies publiques. D'accord. À ce niveau maintenant, pour porter plainte, vous avez dit que tout à l'heure c'était un particulier, donc le particulier qui porte plainte, la loi se donne toujours 3 ans aussi, donc au-delà à fois pour sanctionner, etc. Là, quand c'est presque une société, une communauté, parce qu'on peut se retrouver aussi dans ce genre de situation, mouvements sociaux, mais presque racistes, qui empêchent une communauté de s'épanouir et enfermer en un lieu, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent à ce moment-là, quand c'est des groupes, être est-ce qu'il y a le choix que chaque individu porte plainte pour être séquestré dans une géographie, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une association qui se crée pour porter plainte à ce niveau-là, puisque c'est plus en termes de nombre? Si on est vraiment dans la situation que vous décrivez, qui me paraît être une situation quand même très très particulière, c'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui est identifié sur un critère de discrimination illégale, vous évoquez la race. Bon, on peut avoir d'autres critères de discrimination sur l'origine, sur les convictions, etc. Bon, et que on va contraindre ces personnes à rester en un lieu, ça ressemble franchement un petit peu au camp de concentration de l'époque nazie, ce que vous êtes en train de m'expliquer. Mais c'est évidemment tout à fait gravissime. Je peux vous dire qu'il n'y a absolument pas besoin d'une plainte préalable pour qu'un procureur, pour que la loi finalement soit appliquée et que les investigations et la libération de ces personnes soient exécutées, soient mises en œuvre. Bon, mais il n'y a pas besoin du tout de plainte de qui que ce soit. Alors qu'ensuite, les personnes puissent venir d'une manière ou d'une autre demander des dommages et intérêts pour se voir indemniser de ce préjudice qui leur a été causé, oui, et chaque fois, chacune devra faire la preuve qu'elle était effectivement dans cette situation, d'avoir subi un dommage direct, ou dans certains cas un dommage indirect, mais surtout un dommage direct du fait de ce qui s'est passé. Mais vraiment, ce que vous décrivez, c'est une situation absolument exceptionnelle, dont je ne crois pas, si vous voulez... je vais vous donner d'autres exemples pour vous aider à voir. Par exemple, qu'il existe partout en France et ailleurs des regroupements de classe sociale. Ça veut dire que votre mouvement social est revendicateur de certaines choses et qu'il existe autant des lieux dits de ghetto, mais des lieux de luxe. Et que vous décidez que tel quartier, c'est plus un regroupement ethnique, mais tel quartier, c'est un quartier de la bourgeoisie, donc en théorie de patrons, de gens qui ont beaucoup d'argent. Nous nous sentons victimes de ces patrons, nous nous sentons victimes de ces personnes venues d'ailleurs. Eh bien, nous bloquons ce quartier. Ça se ressemble. Oui, ça peut s'imaginer, oui, tout à fait, oui. Donc là aussi, c'est une forme de discrimination, etc. Oui, si vraiment c'est ça le critère, c'est une discrimination, c'est sûr. Sur un critère qui, si c'est l'origine, si c'est une catégorie sociale avec une appartenance, par exemple, politique, syndicale, etc., oui, il y a une circonstance aggravante de discrimination à un fait qui, en tout cas, si on bloque vraiment un quartier en visant personnellement des gens parce qu'ils sont un tel et un tel,
on est vraiment dans la situation de la séquestration que j'évoquais tout à l'heure. Donc, à peine 2 minutes et nous aurons atteint le maximum. Donc, on a compris tout ce qui était barrage et tout. Maintenant, tout ce qui on parlait de liberté de mouvement jusqu'à présent, mais liberté de vie. Liberté de vie par rapport à cette notion sanitaire. Je ne dirais pas de luxe de vie, mais aujourd'hui, on a droit à certaines choses qui sont censées être naturelles, qu'il n'y avait pas au Moyen-Âge, qui sont comme la liberté de l'eau. Aujourd'hui, on parle de la liberté de la culture. Mais que par rapport à des mouvements sociaux, des grèves, est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit, par exemple, de bloquer des aéroports parce que c'est la grève, on a le droit de bloquer tout ce qui est maritime, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est essence, approvisionnement. Donc à ce moment-là, on touche tout un pays, vous voyez, bloquer tout ce qui est bus, bloquer tout ce qui est eau. Donc des gens se retrouvent sans pouvoir boire de l'eau sur Terre, en un lieu en particulier, sans électricité. Et vous allez me donner même un exemple, je m'excuse, je reviens sur vos 2 minutes restantes, que du coup, il y a même eu des exemples de morts, parce que des gens ont estimé qu'ils avaient le droit de couper de l'électricité. Donc dans un hôpital, un être humain est mort à cause de cela. Donc que dit-il en termes de sanctions et comment ce mort peut être associé à cette coupure d'électricité et à ce syndicat ou à ce mouvement pour que les familles puissent connaître la paix et que ça ne se refasse surtout plus. Alors, sur ces aspects vitaux, de mouvement toujours, et c'est ce minimum, pas de luxe, mais que la société du 21e siècle nous donne et que nous sommes désormais dépendants et le risque à la mort et les sanctions. Oui, pour les inconvénients, si je puis dire, de la vie quotidienne que vous évoquez. Une cause noble qui, du coup, se retourne en voilà, fer. c'est ça, qui touche d'ailleurs souvent les gens qui sont les plus fragiles, hein, c'est souvent le cas. Il n'y a pas de délit à proprement parler qui est prévu. On a par contre la possibilité, quand on est victime de ça, de demander une indemnisation à l'entreprise qui doit délivrer l'eau, à l'entreprise qui doit délivrer l'électricité, à l'entreprise qui doit donner le gaz. Par contre, s'il y a une implication sur la santé, et en particulier sur le corps de la personne, c'est-à-dire il en a subi des blessures, une maladie grave, la mort, comme vous évoquiez tout à l'heure, on se retrouve là à changer complètement de situation par rapport à la loi, puisqu'on se retrouve dans une situation où on va pouvoir reprocher à quelqu'un d'être à l'origine d'une blessure ou d'un homicide involontaire. Involontaire, bien sûr. Mais une blessure, un homicide involontaire, ce sont là, par contre, des délits qui sont poursuivis par la loi et pour lesquels on encourt des peines d'emprisonnement tout à fait importantes. Alors, en moins d'une minute, donc vous nous dites qu'en fait, c'est qu'on doit, nous particuliers, porter plainte plus par l'intermédiaire, en fait, de si on nous a coupé l'eau, l'électricité, qu'il y ait eu mort ou pas, donc porter plainte contre la Régie des eaux, porter plainte contre EDF, etc. Et quitte à eux à porter plainte contre l'employé ou le mouvement social qui serait rentré enfin, au en noir, tout cas, c'est quelque chose qui se résume dans « j'ai subi un préjudice et j'y suis pour rien ». Il y a quelqu'un qui est responsable de ce préjudice, c'est la société à laquelle j'ai acheté la prestation qui ne me l'a pas fournie, donc je demande des comptes à cette société. On est dans une relation contractuelle, une relation civile comme on dit, et on peut demander des dommages et intérêts, ensuite à la charge de cette société de se retourner contre qui elle veut. C'est pas votre problème. Ça ne vous regarde pas. Voilà, c'est pas le problème. Par contre, à partir du moment où vous subissez quelque chose qui vous touche dans votre corps, je me permets d'insister, on passe vraiment un cran de gravité selon la loi. C'est la loi qui dit ça. Allez-y. C'est pas simplement quelque chose qui est une appréciation morale. C'est la loi. À partir du moment où le corps est touché, où il y a une incapacité de travail qui est constatée, nous sommes dans la situation d'encourir les foudres de la loi pénale et donc les poursuites du procureur. Parce que un délit est constitué qui est le délit de blessure ou d'homicide involontaire et c'est plusieurs années de prison qui sont encourues dans ces circonstances-là. Merci, monsieur le procureur. Mais je ne pourrais vous laisser sur cette notion de cause noble à l'origine quand on associe au mot boycott. Qu'est-ce que dit le mot boycott de manière générale? Qu'est-ce que ne fait pas la loi pénale? Et à quel moment ça peut devenir une affaire pénale, monsieur le procureur? Le boycott en soi, c'est une action qui est depuis maintenant pas mal d'années quand même utilisée par différents mouvements revendicatifs. C'est pas interdit en soi de dire voilà, nous boycottons, nous appelons au boycott sur au fait de ne pas acheter par exemple ou de ne pas utiliser tel type de produit ou tel type de service. Bon, en soi, c'est pas interdit.
ça devient un délit ou une infraction pénale à partir du moment où ce boycott vise des catégories particulières et donc entraîne une discrimination particulière lorsque cette discrimination est l'une de celles interdites par la loi. On peut faire des discriminations, c'est des différences entre les gens, entre les sociétés, sauf quand elles s'appuient sur des choses comme la race, comme l'origine, comme la conviction politique, comme la nationalité, comme le nom, comme... enfin, vous voyez, il y a une liste comme ça qui est très précise, que tout le monde a en réalité plus ou moins dans la tête, qui font que quand on fait une différence, il y a un sort particulier, par le boycott pourquoi pas, à telle ou telle personne, à cause de ça, là, on encourt effectivement des poursuites au titre de la loi pénale. On encourt quoi exactement? On encourt 2 ans d'emprisonnement, puisque ce sont des faits de discrimination, c'est-à-dire le fait d'empêcher quelqu'un de pouvoir exercer son métier ou de pouvoir obtenir un service ou de pouvoir fournir un service sur des critères discriminatoires fondés sur la race, sur la religion, sur l'origine, etc., etc. Encore une fois, monsieur le procureur, je vous remercie. Si vous avez peut-être juste un dernier mot sur cette notion d'une cause peut-être noble, revendiquée par un mouvement social ou une grève, à partir du moment où il y a une dérive, puisque là on a parlé de morale en ouverture, que la loi, ça ne la regarde pas, c'est à l'origine. Il y avait une cause morale. À partir du moment où vous avez franchi la ligne, cause morale ou pas, s'il faut aller en prison, s'il faut être condamné, vous le serez. C'est tout à fait ça. Il n'y a absolument pour la loi aucune prise en considération de la cause d'un vol, de la cause d'une violence, de la cause d'une exaction faite contre autrui. Ça n'a pas d'importance parce que rien ne justifie au nom de la loi de casser ou d'appréhender le bien d'autrui contre sa volonté, de violenter les personnes. Rien ne justifie la violence en France aujourd'hui. Monsieur le procureur, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous allons développer presque une antithèse sur autant la noblesse et l'avantage d'être français quand il est question de revendiquer par des mouvements sociaux les droits qui seraient censés être moraux et qu'apparemment il y a une absence de cette application de la morale, même si votre rôle n'est pas censé être moral, d'où l'antithèse de votre présence et du sujet, de mouvements de grève qui peuvent être légitimes. Et pourtant, pourquoi aujourd'hui avec vous? Parce que nous sommes tous des hommes et des fois malheureusement, certains qui partent d'une idée noble, qui est un mouvement social revendicateur, qui est une grève pour des droits qui seraient censés être, et pourtant, au bout d'un moment où tout est corrigé, c'est minimum du 21e siècle, au prétexte à la base d'une cause qui était noble, mais qui, depuis, par les méthodes, deviennent quelque chose de castrateur, quelque chose de dégueulasse. Que dit la loi pour protéger les gens qui veulent juste vivre avec les moyens de notre société? Monsieur le procureur, et le dernier mot sur cette notion inversée d'appel au boycott. Que dit le procureur sur le mot boycott? Et après, je dirais qu'est-ce que je peux sous-entendre aussi sur le mot boycott et que dirait la loi sur cette nouvelle définition. Monsieur le procureur. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez de développer. Je voudrais dire quand même quelque chose de très simple et j'espère que ce sera très net. Le procureur n'a absolument aucune appréhension morale de ce qui se passe. Que ce soit bien, que ce soit mal, ce n'est pas la question que se pose un procureur. La question que se pose un procureur, c'est de savoir si oui ou non la loi, notre loi à tous, a été violée ou si elle n'a pas été violée. Et la loi n'est pas morale, c'est simplement une série de règles qui organisent la vie en société. Eh bien, parmi les différents exemples que vous avez cités, certains que j'ai entendus sont constitutifs d'infractions pénales et doivent être sanctionnés par la loi sous l'action du procureur, d'autres non. Alors, certains causent des préjudices à des personnes, d'autres non. Il y a quand même 2 règles, si vous voulez. Il y a les infractions pénales, c'est-à-dire le fait de causer un préjudice à la société tout entière,
Et ces infractions pénales ne peuvent être poursuivies que quand elles sont expressément prévues par la loi. Et il y a des actions de différentes personnes qui peuvent causer un préjudice à quelqu'un, un malheur dans sa vie, à payer. Donc, qu'est-ce que dit le procureur en termes de sanctions? Que quand des personnes ne peuvent plus être libres de se déplacer soit dans un département, un pays ou une région ou une section ou un quartier parce qu'il y a des barrages, parce qu'on a coupé l'électricité, que dit la loi par cette notion de prise d'otage quand ces mouvements prennent une telle ampleur que vous n'avez même plus la possibilité humaine de voyager ou de prendre l'avion et que vous perdez votre économie ou votre vie de famille à cause de ça, l'avion, bateau, voiture. Que dit la loi sur ce fait de retirer le droit des êtres humains d'avoir la possibilité de se fournir en essence, de se fournir en électricité, de se fournir en eau, de se fournir en gaz quand elles ont très peu de moyens et on leur prive de ça, se fournir même en argent quand les distributeurs n'en ont plus. Que dit la loi quand on retire ce que j'imagine, vous allez me dire tout de suite, il y a déjà un détournement, une déviance juridique qui appellerait un procureur à prendre des mesures pour des sanctions malheureuses, puisque ceux-ci se retrouveraient à appliquer ou à faire des intentions à tout ce qui est lié à la prise d'otage. Donc nous vous demanderons de nous aider à comprendre comment placer ce mot avec vous aujourd'hui. Tout ce qui est empêché à des êtres humains parce qu'ils sont patrons, parce qu'ils sont représentants, de sortir d'un lieu parce qu'on veut négocier, parce qu'on n'a pas obtenu satisfaction, le fait de fermer des lieux qui sont censés être ouverts à certaines heures qu'on appellerait des heures de bureau, etc. Cette notion d'interdire la liberté de mouvement, que ce soit pour celui qui veut aller travailler, que ce soit pour celui qui veut sortir d'un lieu, que ce soit aussi pour ceux, personnes ordinaires qui se retrouvent à